que si les droits de l'homme étaient méconnus en Afrique, les Européens ne seraient pas venus trouver des royaumes et des sociétés organisées avec de brillantes civilisations. Nous parlons et nous parlerons pour contribuer à l'éveil des consciences, afin que plus jamais le peuple ne se laisse duper par des aventuriers sans foi ni loi et des marchands d'illusions. Cela dit, je me permets de poser une question. Que représente le drapeau que nous venons de hisser? Le drapeau est un élément fédérateur. C'est le symbole de l'unité d'un peuple pour une cause, la cause nationale. Le drapeau nous rappelle chaque fois qu'avant toute chose, il y a la nation à défendre et à promouvoir. Le drapeau nous rappelle que les intérêts particuliers, les intérêts partisans, doivent pouvoir se conjuguer avec l'intérêt général. À défaut, les intérêts particuliers doivent s'effacer pour que triomphe l'intérêt général et la cause nationale. J'ai l'habitude de dire que mieux vaut être pauvre dans un État riche et fort que riche dans un État pauvre et faible. Il y a eu des hommes riches et forts dans des pays pauvres ou faibles. Certains d'entre eux ont trouvé leurs limites. Il suffit de citer le cas du général Manuel Noriega, le tout-puissant président du Panama des années 1980. En décembre 1989, quand les Américains décidèrent de l'arrêter, ils allèrent le cueillir dans son palais. Sa fuite dans une enclave diplomatique ne fut pour lui qu'un répit de courte durée. Les Américains finirent par obtenir son extradition. De même, en Haïti, le général Raoul Senas renversait le président Jean-Bertrand Aristide en 1994. Les Américains finirent par lui donner un ultimatum pour quitter le pouvoir. Face à son refus d'obtempérer, l'armée américaine le délogea de son palais. Il eut son salut en se réfugiant au Panama. Ces hommes forts et riches régnaient dans des États pauvres ou faibles. À l'inverse, des hommes pas particulièrement riches, mais qui présidaient aux destinées d'États forts, ont pu faire face à toutes les tentatives de récupération ou de déstabilisation. Il suffit de citer le cas de Cuba, petit pays à quelques encablures des États-Unis, qui a su résister à tous les assauts des Américains. On peut citer aussi le cas du petit Nicaragua, qui a tenu tête à la toute puissante Amérique dans les années 80. On pourrait citer aussi les cas du Venezuela, de Hugo Chavez à Nicolás Maduro, et de l'Iran qui, depuis la révolution islamiste de 1979, fait face avec succès à toutes les tentatives de déstabilisation. Un État fort est donc une garantie de sécurité et de stabilité des institutions et un facteur de développement. La pauvreté actuelle de l'Afrique noire est due en partie aux tentatives de caporalisation des dirigeants et de déstabilisation des régimes. On peut être d'accord que si la révolution de Thomas Sankara avait duré
ne serait-ce qu'une dizaine d'années, le Burkina aurait pu être mis sur les rails du développement. Le Ghana, qui était un pays failli et sans perspective, a été mis sur les rails du développement grâce à la politique visionnaire du président Rawlings à travers la mise en place d'un État fort. Pour construire un État fort, il faudra être en mesure de déjouer les pièges conçus par les dominateurs pour faire de nos États des États faibles, malléables à souhait. Parmi ces pièges, il y en a 3 qu'il convient d'analyser. Ce sont le prétendu respect des droits de l'homme, le prétendu respect de la liberté d'expression et les institutions néocoloniales de nos États modernes. Il est évident que si les droits de l'homme étaient méconnus en Afrique, les Européens ne seraient pas venus trouver des royaumes et des sociétés organisées avec de brillantes civilisations. L'art africain précolonial a ébloui le colonisateur au point qu'il a pillé les œuvres d'art pour garnir ses musées et les salons des aristocrates et des bourgeois. Sans une organisation sociale élaborée dans le respect des droits de chaque catégorie sociale, un tel résultat n'aurait pu être atteint. De nos jours, les droits de l'homme sont un instrument de contrôle des sociétés du tiers-monde au service de l'Occident. Ils permettent à l'Occident d'avoir la garantie que ces valets locaux, dont certains sont directement financés par l'Occident, d'autres indirectement par des procédures détournées, auront toutes les latitudes pour mener dans nos pays leurs activités subversives à son profit. Lesquelles activités ont pour finalité d'infiltrer les appareils d'État et d'affaiblir nos États au profit de l'Occident. Dans nos pays, les droits fondamentaux ne sont pas encore satisfaits. Les droits de l'homme consistent d'abord à donner à manger aux populations, à les soigner, à les instruire, à les loger décemment. L'Occident ne voit pas ses droits à satisfaire dans nos pays, alors même qu'il jette régulièrement à la poubelle sa surproduction agricole et industrielle, rien que pour maintenir élevés les prix de ses produits. Ce qui le préoccupe, c'est uniquement l'assurance que ces éléments infiltrés dans nos sociétés peuvent poursuivre leur travail d'agitation et de sape à son profit en toute impunité. Quand les mêmes droits sont violés en Occident, cela est passé sous silence, ou tout au plus qualifié de simples mesures de maintien de l'ordre. Chacun sait qu'aux États-Unis, toute personne présumée être une menace pour la sécurité nationale est éliminée sans autre forme de procès. Personne ne parlera de violation des droits de l'homme. Partout dans le monde, les États-Unis se donnent le droit de tuer ou d'intervenir dès lors qu'ils estiment cela nécessaire pour leurs intérêts. On peut rappeler ici les cas du Panama et de Haïti, mais aussi ceux de Cuba en 1901 et en 1961, sans oublier le Vietnam, l'Iran en 1980, l'Irak et l'Afghanistan plus récemment. La France n'est pas en reste. Elle qui a commandité et continue de commanditer des coups d'État en Afrique, principalement en Afrique francophone, sans aucun égard pour les pertes en vies humaines, sans oublier son soutien au terrorisme au Sahel, qui a fait des milliers de victimes et qui continue d'endeuiller nos populations. En France même, l'on a vu comment, en novembre-décembre 2018, les gilets jaunes ont été réprimés. Toujours en France, à la suite du meurtre par la police du jeune Naël en 2023, le petit peuple de France s'est soulevé. Il fut violemment réprimé avec des scènes de torture dignes d'un autre âge. Comme il s'agit de la France, personne n'a élevé la moindre protestation. Personne n'a parlé de violation des droits de l'homme. Même dans nos propres pays, les médias déjà conditionnés n'y ont pas vu de violation des droits de l'homme. Dans nos pays surtout dans les pays sous contrôle de l'Occident, et plus particulièrement sous contrôle de la France,
Les régimes en place peuvent assassiner, torturer. On ne parlera jamais de violation des droits de l'homme. En Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des citoyens qui manifestaient contre le troisième mandat anticonstitutionnel ont été massacrés avec la bénédiction de l'Occident. Plus récemment encore, des opposants ont été massacrés au Tchad à plusieurs reprises, sans que l'Occident trouve à redire. Non loin de Burkina Faso, des procès iniques ont été organisés et des condamnations hors normes ont été prononcées. Des opposants ont été jetés en prison pendant des années. Les Occidentaux n'y ont rien vu et n'ont rien entendu. Personne n'a parlé de violation des droits de l'homme. Quelle hypocrisie! Tout comme les droits de l'homme, il en est de même de cet autre cheval de Troie, qu'est la liberté d'expression. Pour l'Occident, ces valets locaux infiltrés dans nos sociétés ont le droit de s'exprimer comme ils l'entendent, sans aucune restriction ni réglementation. Gare à quiconque osera remettre cela en cause. Aussitôt, les gouvernements et les médias occidentaux montent sur leurs grands chevaux, grossissent négativement les faits et brandissent les menaces. Les ambassades, les ONG à la solde de l'Occident et les institutions internationales sont mises à contribution pour vilipender, intimider et réprimer. Pourtant, nul ne viole autant la liberté d'expression que les Occidentaux.